la Grèce antique, berceau de la civilisation occidentale. Pendant plus de 1000 ans, ce peuple fort et charismatique a réalisé les plus grandes prouesses techniques. Mais la cité-État d'Athènes va changer le cours de l'histoire du monde. L'artisan visionnaire de cette transformation se nomme Périclès. Il lèguera à Athènes un monument éternel juché au sommet de l'acropole. Un chef-d'œuvre de technique de précision nommé Parthénon. Sur l'acropole, Périclès décide de construire le Parthénon sur les fondations en ruine d'un temple plus ancien. Il faudra des milliers d'ouvriers et d'artisans pour bâtir ce temple magnifique. Les travaux seront les plus onéreux que la Grèce ait jamais consentis. 30 millions de drachmes, l'équivalent de milliards d'euros. Les travaux commencent en 447 avant notre ère. Le temple est aussi long que les 2/3 d'un terrain de football. Ses dimensions extérieures sont de 70 mètres de long par 30 de large. Il aura fallu 10 ans, à la fin du XIXe siècle, pour que cette spectaculaire tranchée voie le jour. Au bout d'une demi-heure, nous voilà sortis de l'étroit passage, prêts à continuer notre parcours dans les Cyclades. Ces 6300 mètres de canal nous auront épargné un détour de 400 km. Mais les ingénieurs mycéniens vont encore plus loin. Ils vont utiliser la technique de l'encorbellement pour créer un espace intérieur révolutionnaire, la voûte en encorbellement. Cette structure ne s'applique qu'à un seul type d'édifice, le tombeau. Comme les Égyptiens, les Mycéniens érigeaient pour leurs rois des sépultures monumentales. Quand les gens qui souffraient d'une maladie psychique arrivaient au sanctuaire de Pidore, alors le prêtre médecin le mettait là à dormir parce que là, il y avait beaucoup de petites chambres alignées. Et devant, il y avait les colonnes que nous voyons. Alors, le prêtre médecin le mettait là-dedans et il répétait à ces gens-là qu'ils devaient voir le Dieu en rêve et que le Dieu allait découvrir le traitement de la thérapie. Au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils ont construit 34 rangées de gradins. Vous voyez, jusqu'au premier couloir.
que nous voyons là. Et la capacité du théâtre, en ce moment-là, était de 6300 spectateurs. Et puis, le deuxième siècle, avant Jésus-Christ toujours, ils ont ajouté 21 rangées. Et comme ça, maintenant, totalement, nous en avons 55 rangées de gradins et une capacité de 14 000 spectateurs. Le théâtre grec est constitué par cette partie circulaire de terre battue. On l'appelle orchestra. Non, en ce qui concerne la scène, était liée avec les deux entrées que nous voyons à droite et à gauche avec deux rampes. Alors, les entrées que nous voyons là étaient délimitées de deux portes. Alors, la porte la plus large, nous pouvons dire, conduisait à l'orchestra, tandis que l'autre, la plus étroite, conduisait par la rampe sur la scène. Vous voyez, la partie qui était construite au début du IIIe siècle avant Jésus-Christ, alors, est divisée par les escaliers qui viennent verticalement en 12 secteurs. Au milieu se trouve la base de l'hôtel de Bacchus. Alors la base de l'hôtel était le centre principal de l'acoustique. Les murs d'enceinte de Mycène sont étayés par des blocs de pierre pesant jusqu'à 10 tonnes l'un. Ils ont été taillés avec une telle précision que chaque bloc s'ajuste parfaitement à son voisin. Mais en termes de splendeur, rien à Mycène n'égale l'entrée monumentale de la citadelle, la porte des Lions. Et en bas, il y avait 6 tombeaux à fosse. Et là-dedans, il se trouvait 19 morts. Alors, tout le trésor, Schliemann l'a trouvé là-dedans. Un masque, c'était le plus joli. Donc Schliemann exclama, ce masque-là devait être d'Agamemnon. Et le nom est resté, c'est conventionnel. Tandis que le tombeau d'Agamemnon, historiquement, pouvait être d'Agamemnon ou de son père. Alors au début, il y a la cour. Et puis à droite, il y a une chambre grande. Là étaient hébergés les invités du roi, parce que le roi, c'était en même temps un prêtre. Ce palais royal, c'est-à-dire l'appartement officiel, a la forme rectangulaire, parce que presque tous les temples grecs ont la forme rectangulaire. Et après beaucoup de siècles, ils se sont mis à construire des temples. Donc le temple le plus ancien d'Olympie est le temple de la déesse Héra. Alors, par cet hôtel-là, les Allemands ont choisi de prendre la flamme olympique. Donc, jusqu'à présent, 4 mois avant le déroulement des Jeux olympiques, ils arrivent ici, ils prennent la flamme olympique et puis on fait le tour du monde avec cette flamme. Le jour du début des Jeux olympiques, il le sait, la ville de Lyde, il y était des athlètes. Ils étaient suivis par leurs parents, par les entraîneurs et par les membres du jury. Le stade le plus ancien, 5e, 6e, 7e siècle avant Jésus-Christ, était orienté vers le temple de Zeus. D'accord? On a fermé ce stade-là et ils construisirent le stade le plus récent qui était découvert en 1958. On a ajouté cette voûte le 1er siècle avant Jésus-Christ. Alors l'entrée était cachée, on l'appelle crypte. 192,25 mètres la longueur, la largeur est de 30 mètres. 45 000 spectateurs la capacité du stade. D'accord? Nous avons là le siège de Zélanodis, c'est-à-dire le juge, tandis que juste en face, nous avons le siège de la seule femme qu'elle pouvait suivre les Jeux olympiques. Elle était la prêtresse de la déesse Déméter. Ici, on voit en fond, sur une élévation artificielle, le temple de Zeus. Vous vous souvenez, on a parlé de la lutte entre les habitants de Élide, les Éléens, et les habitants de Pisa, parce que tous les deux voulaient exercer le contrôle à Olympie.
En 472, les Hellènes ont détruit complètement la ville de Pisa avec le matériel. Le matériau, c'est dit matériaux, oui. Des édifices publics de Pisa, ils ont construit le temple de Zeus. Donc, le temple était construit, on avait commencé en 470 à peu près. En 457, Pausanias nous dit que dans le temple, les Spartiates avaient offert un bouclier en or. Le chrétien, après le dit de tolérance, n'avait pas une forme architecturale. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la forme architecturale de basilique romaine. D'accord? Alors, et c'était la forme architecturale des édifices publics romains. Ils n'avaient pas une autre forme architecturale, donc ils ont adopté la basilique. Alors, il y avait la basilique du IVe siècle après Jésus-Christ. Au fond, ce bâtiment-là, il y avait l'atelier de Phidias. Alors Phidias, en 432, quand il est venu à Olympie, il s'est mis à construire la statue de Zeus. Il avait un atelier. Donc Phidias a su combiner les deux expressions. Pour cela, la statue de Zeus d'Olympie, œuvre de Phidias, c'était une de 7 merveilles du monde. Son atelier se trouvait juste en face du temple de Zeus. Les dimensions étaient pareilles, comme les dimensions de la cella du temple. Là, ils ont trouvé le déchet en ivoire, le matrice de Phidias, et ils ont trouvé même un gobelet. Ils buvaient l'eau. Alors là, il y avait, c'était marqué Phidiu imi. Ça veut dire j'appartiens à Phidias, pour ne pas le confondre avec le gobelet des ouvriers. Le récipient que nous voyons, on a le caractère religieux. Alors nous avons même les anses, ça ressemble à deux prêtresses qui ont le bras comme ça grand ouvert quand on prie. Et le cratère était mis sur deux trépieds, donc nous avons le caractère religieux. En ce qui concerne le fronton oriental, ça représente la lutte. Il s'agissait d'un concours hippique entre le roi de Pisa et Normans. Alors, le fronton occidental représente la Sainte Aromachie, c'est-à-dire c'était la bataille de Lapith, un peuple normal qui habitait sur le mont Pélion. Et ils avaient comme voisin le centaure. Ils étaient de monstres, moitié hommes, moitié chevaux. Ici se déroulait le jeu pythique. C'était le jeu panhellénique. Même le jeu ici de Delphes qui s'appelait Pythique, parce que le gardien de la première divinité s'appelait Python. Python, le serpent, s'appelait Python. Donc les jeux furent appelés jeux pythiques. Ici nous avons l'agora romain, c'est-à-dire à peine arrivait le pèlerin, ils arrivaient à l'agora romain et au fond il y avait des boutiques. De ces boutiques-là, les pèlerins achetaient les idoles juste pour les offrir au temple d'Apollon. Il y avait la voie sacrée qui était flanquée par des statues et par des trésors. Vous vous souvenez qu'on a parlé de trésors à Olympie, d'accord, petite construction rectangulaire où l'on gardait le trésor offert ou à Apollon ou à Zeus. Et puis on continue et on monte jusqu'au temple.
Alors, le temple était le 3e temple. Il y avait un temple du 7e siècle avant Jésus-Christ, incendié. En 510, ils ont construit le 2e temple d'Apollon, qui était détruit par un terrible tremblement de terre de 373. Donc, le temple qu'on va voir, c'est un temple du 4e siècle avant Jésus-Christ, inauguré en 330 avant Jésus-Christ. Ici, on avait la déesse Cybèle. Elle était la déesse, quelque chose comme la déesse Déméter, sur son char, qui était entraîné par 2 lions qui dévoraient 2 géants. Et puis, il y avait Apollon avec le chiton court, Artemis, c'est-à-dire Diane avec le chiton long. Alors ici, il y avait ce morceau qui manque, c'était marqué le nom du sculpteur, que maintenant reste inconnu. Et puis nous avons la déesse Héra qui donne un coup final, un géant, Athéna avec le serpent, Poséidon avec le trident. Et nous voyons qu'en ce qui concerne ces 2 côtés, nous avons un mouvement et nous avons même la narration. Alors, le sphinx avait le visage humain. D'accord? Elle était la déesse mère terre. Elle dominait les hommes. Les filles du roi Kéops. Alors, elles semblent à des danseuses. La jeune fille mesurait 2 mètres et la colonne 11. Donc, totalement, on a 13 mètres. 4e siècle avant Jésus-Christ, l'offrande des Athéniens. Mais ce n'est pas le nombril où la Pythie appuyait la main. Les Grecs, ils ont eu l'habitude de mettre, de disséminer de nombrils. C'était 4-5 nombrils dans tous les sites. Vous voyez le rocher où la première Pythie était assise, c'est-à-dire celle qu'elle avait prévue la guerre de Troie.